Bonsoir à toutes et à tous. Merci donc d'être venus nombreux pour entendre parler d'un sujet qui, il y a quelques décennies, faisait sourire nos ancêtres. Les procès faits aux animaux, c'était le type même de sujet pour la petite histoire, et les curiosas, c'était l'occasion de se moquer des mœurs de nos ancêtres, de leurs croyances, de leurs pratiques. Ils conduisaient des animaux au tribunal et les jugeaient. C'est comme ça qu'on en a parlé jusque dans les années 1960. Parler, c'est un grand mot, d'ailleurs évoquer simplement, c'était du croustillant. C'était même pas pour la petite histoire, c'est pour la petite histoire qu'on parlait des procès faits aux animaux. Et puis avec le développement de l'anthropologie historique et de l'histoire culturelle, on s'est aperçu dans les années 70 et 80 que bien loin d'être un sujet pour la petite histoire, c'était un sujet pour la grande histoire et pour l'anthropologie et l'histoire des relations entre l'homme et l'animal qui sont, comme vous le savez aujourd'hui, d'une très grande actualité. Quand j'étais étudiant à l'université, personne ne parlait des animaux chez les historiens. Les historiens des textes littéraires étaient conduits à dire quelques mots quand même d'un certain nombre de textes. Chez les médiévistes, les fables et le roman de renard, bien sûr. Les historiens des sciences parlaient un petit peu de l'histoire de la zoologie, mais enfin, ce n'était pas un sujet de premier plan. Et à l'école des Chartes, quand moi-même j'ai voulu consacrer ma thèse au bestiaire héraldique médiéval, ça semblait d'une futilité totale, à la fois parce que ça concernait l'héraldique, qui était une science plus ou moins réprouvée, jugée très très passéiste, et puis ça concernait l'animal qui n'avait rien à faire sur le devant de la grande scène de l'histoire universitaire. Donc en 50 ans, j'ai vu les choses changer beaucoup, et l'animal est devenu un sujet de premier plan, un sujet carrefour chez les historiens. Il n'y a pas tellement de sujets qui soient vraiment transdisciplinaires, un adjectif qu'on utilise à tort et à travers, qui s'est un peu galvaudé. Mais il y a quand même quelques sujets, et j'ai la chance, moi, avec les animaux d'un côté et les couleurs de l'autre, de travailler sur des sujets vraiment transdisciplinaires et transdocumentaires. Cela dit, ça n'a pas fait beaucoup pour les procès faits aux animaux. La bibliographie reste très très courte et souvent décevante. Moi-même, je n'ai pas beaucoup écrit sur ce sujet, 4 ou 5 articles qui ont suscité la curiosité, non pas tellement de mes collègues ou de jeunes chercheurs, mais plutôt de gens de théâtre et de cinéma qui m'ont sollicité à plusieurs reprises pour faire du croustillant autour d'un tel sujet, un sujet pour lequel il n'y a aucune image, hein, je ne vous présenterai aucune image, c'est un sujet sans image, donc c'est assez difficile de faire un film documentaire sur une telle question. Je me suis fait piéger une fois par la radio pour France Inter, une émission qui s'appelle Autant en emporte l'histoire, qui passe chaque dimanche soir. Le principe est d'inviter un spécialiste d'une question et puis de mettre en onde une espèce de récit documentaire, mais un peu fiction, pour accompagner le sujet. Et alors, quelqu'un dont j'ai oublié le nom avait écrit un documentaire pour les ondes, un peu fictionnel, sur les procès faits aux animaux. J'ai été horrifié par ce que j'ai entendu. On jouait la carte du racoleur à tour de bras, avec énormément d'erreurs historiques. Je n'étais pas content, à dire vrai. Et je l'ai dit, je ne serai plus jamais invité pour cette émission. Donc c'est un sujet qui faisait rire et sourire, et il n'y a pas tellement le lieu de continuer à le faire. Alors quelques remarques chronologiques. Ces procès faits aux animaux existent parfois dans les sociétés anciennes. La Bible fait quelques allusions à la culpabilité des bœufs, par exemple, qui ont commis infanticide ou homicide dans les Lévitiques. L'idée, c'est que
le propriétaire de l'animal n'est pas coupable, l'animal peut l'être lui-même, une idée qu'on va retrouver au Moyen-Âge. Mais en gros, la grande vogue des procès faits aux animaux, en Europe en tout cas, se situe entre le milieu du XIIIe siècle et le milieu du XVIIe siècle. On peut déborder un petit peu en aval, pas en amont. Ça n'est pas un hasard, je vais y revenir. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui m'a pris 40 ans d'écriture sur un événement qui se passe en 1131. Un événement capital pour la dynastie capétienne. Le fils aîné du roi de France, Louis VI le Gros, le prince Philippe, meurt d'une chute de cheval, il a 15 ans, dans une rue de Paris, parce qu'un cochon s'est mis dans les pattes du cheval, un porcus diabolicus, dit Sugère et disent les chroniqueurs. 1131, pour la dynastie, c'est un événement considérable, c'est une souillure, c'est le cadet qui va devenir roi à la place de l'aîné, donc Louis VII, dont le règne sera une longue série de catastrophes, un des plus catastrophiques de toute l'histoire de France, et très long. Bref, ce cochon a changé le cours de l'histoire de France, mais en 1131, personne n'a songé à l'attraper et à le juger pour homicide, infanticide. Le prince Philippe avait 15 ans. Non, c'était trop tôt, on ne pensait pas à ça. 2 siècles plus tard, ça aurait certainement été le cas. La vogue des procès faits aux animaux était bien installée. Elle commence vers le milieu du XIIIe siècle, en tout cas dans les documents, mais ce n'est pas un hasard, c'est l'époque où l'Église se transforme en un immense tribunal et commence en Occident à juger toutes sortes de personnes, de groupes, d'institutions, et ça s'étend même aux animaux. Donc on voit des hérétiques, des déviants, des transgressifs partout, et chez les animaux, il y en a aussi qu'il faut juger. Mais ça n'est pas toujours la justice ecclésiastique qui intervient, ça peut être aussi la justice du roi ou des autorités civiles. Je vais y revenir. Et puis la fin du phénomène se situe vers le milieu du XVIIe siècle, quand des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour souligner que conduire des animaux au tribunal, c'est justice perdue, comme dit Philippe de Beaumanoir, ça ne sert à rien. Il y a des polémiques, bien sûr, entre juristes et théologiens et philosophes. Au XVIIe siècle, milieu du XVIIe siècle, on est dans la théorie des animaux-machines, l'idée que les animaux sont dépourvus d'intelligence et ne souffrent pas. Ils sont nés hors du péché original, donc ils ne connaissent pas la souffrance, donc ça ne sert à rien de les supplicier. Bref, ces procès s'arrêtent. On a d'ailleurs des témoignages littéraires sur l'aspect ridicule que peuvent prendre ces procès. Dans sa pièce Les Plaideurs, Racine met en scène le jugement d'un chien. Le chien s'appelle Citron, le juge est complètement fou, c'est un moment désopilant bien sûr, c'est Racine jeune qui fait rire, ça ne sera plus le cas par la suite. Donc vers 1250, vers 1650, c'est le bon découpage chronologique en quelque sorte, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qu'il faut faire également, c'est une typologie, parce que il y a procès et procès. Et dans ce qui s'est écrit, on a un peu tout mélangé. Non, il y a au moins 3 catégories. Il y a les procès faits à des animaux pris en groupe, en général des petits animaux, des rongeurs, des insectes, de la vermine. Le Moyen-Âge, comme l'Antiquité, classe les animaux en 5 catégories. Les quadrupèdes, les oiseaux et tout ce qui vole, les poissons et tout ce qui vit dans l'eau, les serpents et tout ce qui rampe sur la terre, et puis 5e catégorie, les vers, vermes. Et alors les vermes, ce sont tous les petits animaux qu'on n'a pas pu caser dans les catégories précédentes. Alors il y a là
les insectes, une notion inconnue du Moyen-Âge, les batraciens, les mollusques, les crustacés, mais aussi les petits rongeurs et quelques autres, tous plus ou moins nuisibles à un titre ou à un autre. Et alors, les procès faits à des animaux en groupe concernent surtout cette catégorie-là, des mulots, des chenilles, des hannetons, des mouches. Deux cas ont été bien étudiés par deux de mes étudiants. L'un concerne le diocèse de Troyes au début du XVIe siècle. Les urebais, ce sont les hannetons locaux, ont envahi un terroir dans le diocèse de Troyes, dévorent les récoltes. L'évêque de Troyes, on est en 1516, leur demande de quitter le diocèse dans les 3 jours, sinon ils seront excommuniés. Et les urebais ne sont pas partis au bout de 3 jours, c'est peut-être 6 jours, je crois que c'est 6 jours, pas 3 jours. Et donc ils sont excommuniés et on a gardé les minutes de la bulle d'excommunication. Et à la même époque, ou presque quelques années auparavant, une autre histoire qu'a étudiée une de mes étudiantes à Lausanne, Catherine Chen, ce sont les anguilles du lac Léman. Elles se reproduisent trop abondamment, ce qui gêne les poissons blancs du même lac. Et l'évêque de Lausanne demande aux anguilles de moins se reproduire parce que les poissons blancs ne peuvent plus le faire et les pêcheurs qui vivent de la pêche des poissons blancs, naturellement, vont tomber dans la misère. Et il répète cette demande faite aux anguilles du lac Léman à plusieurs reprises, puis il les menace d'excommunication, et comme elles n'ont pas obéi, elles sont excommuniées en 1508-1509 par l'évêque de Lausanne. Ça nous fait sourire, mais ça implique plusieurs choses. D'une part, une proximité entre l'homme et l'animal beaucoup plus grande que précédemment et que par la suite, et également que les animaux font partie de la société chrétienne, puisqu'ils peuvent être mis hors de cette société chrétienne par une bulle d'excommunication. J'y reviendrai dans un instant. Donc, dans ces premiers procès faits à des petits animaux jugés collectivement, c'est la justice de l'évêque qui intervient. C'est la justice ecclésiastique. C'est l'official. Le deuxième groupe, ce sont les animaux de plus grande taille, en général domestiques, presque toujours domestiques, jugés individuellement, un par un. Et là, c'est la justice du roi, du prince, de la ville qui intervient, la justice laïque. Ce sont des animaux, des bœufs, des chevaux, des cochons, des ânes, des chiens qui ont commis des délits ou des crimes, dévasté un jardin, pillé une boutique, causé des accidents de toutes sortes, ayant parfois entraîné infanticide ou homicide. Alors on s'en empare et ce sont eux qui sont conduits au tribunal. Quelquefois, les actes et les documents d'archives qui nous sont parvenus ne précisent pas ce qu'a fait l'animal qui est conduit au tribunal. Quelquefois, ça reste imprécis. Un bœuf, par exemple, vers 1415, est décapité à Toulouse pour ses démérites. Il a démérité. Probablement avait-il refusé de travailler, de tirer la charrue. Beaucoup d'animaux travaillent au Moyen-Âge, y compris les plus inattendus. Le Moyen-Âge a inventé la brouette. C'est pas pour qu'elle soit poussée par l'être humain, c'est pour qu'elle soit tirée par des cochons. C'est un petit charroi, la brouette. Ça, c'est le deuxième groupe, donc des animaux individus jugés un par un pour crime ou délit. Et puis, il y a un troisième groupe, dont je ne parlerai pas, les animaux impliqués dans des histoires d'hérésie, de sorcellerie, de bestialité même,
Ce sont des domaines que je connais mal, je l'avoue, et toujours un peu sujet à caution. Dans les histoires de sorcellerie, la sorcellerie, c'est plus une affaire de l'époque moderne que de l'époque médiévale. Le grand public associe toujours le monde des sorciers au Moyen Âge, mais non, les grands procès de sorcellerie commencent dans le courant du XVe siècle, horizon 1430, mais ils ont surtout lieu au XVIe et au XVIIe siècle, et sont à peu près aussi nombreux dans l'Europe protestante que dans l'Europe catholique. C'est une affaire de l'époque moderne. Et alors, dans les histoires de sabbat, évidemment, il y a des animaux plus ou moins fictifs qui interviennent. Le sabbat, qui est une sorte de messe inversée, consiste à adorer le diable sous la forme d'un ours ou d'un grand chat ou d'un bouc, c'est le cas le plus fréquent, un bouc noir. Les sorcières se rendent au sabbat soit sur des balais, soit sur des loups qu'elles chevauchent à l'envers, et un certain nombre d'animaux, soit nocturnes, soit faisant partie du bestiaire du diable, la chouette, le chat, le corbeau et quelques autres sont présents au sabbat. Bon, c'est un domaine à part. Les histoires de bestialité aussi, qui deviennent nombreuses au XVIe et au XVIIe siècle, ce sont souvent des histoires sordides où de pauvres gens sont accusés de crimes de bestialité parce qu'ils sont victimes de la jalousie ou de l'hostilité d'un conjoint, d'un parent, d'un voisin. Je connais assez bien une affaire qui se passe en Anjou vers 1560. Un apothicaire est accusé par son commis et par ses voisins de préférer sa brebis à sa femme et de se livrer avec la dite brebis à des actes de type commerce charnel contre nature. Il y a un procès, le pauvre homme est exécuté, puis on apprend que quelques mois après, sa jeune veuve épouse le commis. C'est une affaire montée de toutes pièces et il y en a beaucoup de cette nature. Alors, on a écrit des choses croustillantes au XIXe et au début du XXe siècle sur ces histoires de bestialité. Le sujet serait à reprendre entièrement. Je ne m'en occupe pas. Donc, une chronologie à faire, une typologie, aussi une géographie. Évidemment, c'est d'abord la géographie des documents qui nous sont parvenus, qui ne sont pas si nombreux que ça, à parler des procès faits aux animaux pour la période 13e, 17e siècle. Mais quand même, il est frappant qu'il y a des lieux où ils sont plus fréquents que d'autres, notamment tout le croissant alpin. Ils sont les plus nombreux, c'est-à-dire une cartographie qui est à peu près identique à celle des affaires de sorcellerie décalées d'un siècle ou deux. Ça n'est sans doute pas un hasard. On juge beaucoup dans le croissant alpin. Il n'y a pas que le croissant alpin, mais c'est la zone dominante des procès faits aux animaux. Pour le royaume de France, Normandie, Bourgogne, partie française de la Lorraine ont laissé pas mal de documents sur ces affaires de procès faits aux animaux. Quand j'étais plus jeune, une grande question que je me posais, est-ce que ces procès sont des affaires fréquentes ou non? À lire mes prédécesseurs, on avait l'impression que c'était monnaie courante et qu'il y en avait à tour de bras à la fin du Moyen-Âge et au début de l'Ancien Régime. Puis quand on regarde de plus près les dossiers, on s'aperçoit que ce sont des affaires rares, en tout cas celles qui sont un peu documentées. Pour la période 1280 1610, celle que j'ai étudiée d'un peu près, j'ai recensé pour le Royaume de France 64 vrais dossiers. C'est pas beaucoup, hein, contrairement à ce que je croyais quand j'ai commencé. Et j'ai l'idée que ces affaires sont rares parce qu'elles ont pour fonction de mettre en scène la bonne justice qui concerne tout le monde et qui s'étend même aux animaux. Il y a quelque chose d'exemplaire dans ces procès faits aux animaux. C'est la finalité principale, à mon avis.
Ce qui frappe également, et c'est peut-être le document le plus important, c'est qu'on dit procès fait aux animaux, mais quand même, 9 fois sur 10, sinon davantage, ces animaux, ce sont des porcs. Il faut s'interroger pourquoi autant de cochons et si peu d'autres espèces animales, même parmi les animaux domestiques. 9 fois sur 10, ce sont des verras ou des truies qui sont impliqués, surtout des truies, dans ces histoires de procès. Alors, si on est positiviste, on peut dire c'est la loi du nombre. Aussi bien à la campagne qu'en ville, les porcs sont vagabonds et occasionnent en effet de nombreux accidents, pénètrent dans les jardins, dans les réserves de grains, dans les cimetières, déterrent les cadavres, mangent les récoltes ou les plantes sur pied. Oui, ça c'est vrai. Et puis ils sont gyrovagues. À la campagne, on les laisse gambader jusqu'à des dates récentes autour des fermes. À l'automne, on les conduit en troupeaux plus ou moins organisés dans la forêt pour paître les faînes et les glands. Et en ville, dans la très longue durée, les porcs jouent le rôle des éboueurs. La divagation des porcs a pour fonction de faire qu'ils mangent les ordures. Ils le font encore à Naples dans les années 1930. On a constamment, du XIIe jusqu'au XXe siècle, dans telle ou telle ville d'Europe occidentale, des arrêtés d'autorités municipales qui interdisent la divagation des porcs, et c'est répété tellement souvent qu'on voit bien que ça n'est pas suivi d'effet. Donc il y a des porcs gyrovagues partout, et ce faisant, bien sûr, ils occasionnent plus d'accidents que les autres animaux, plus même que les ânes, les mulets ou les chevaux. D'ailleurs, l'affaire de 1131, le prince Philippe, déjà couronné et sacré roi de France, du vivant du père, selon l'usage chez les premiers Capétiens, a été victime d'un porc vagabond dans une rue de Paris qui s'était échappé d'un jardin ou d'une ferme, qui s'est mis dans les pattes du cheval. Et cette mort est assez banale, mais elle est infâme, parce que pour un prince, mourir à la chasse tué par un sanglier, porc sauvage, c'est une mort de prince, de chasseur, de héros presque. Mais mourir à cause d'un cochon domestique, un Porcus diabolicus, ça c'est une souillure épouvantable. Donc les cochons sont nombreux et vagabonds, c'est pour cela que ce sont eux les premières causes d'accidents, et ce sont eux qui sont les vedettes des tribunaux. Mais il y a sans doute une autre raison, plus symbolique, plus importante peut-être. Pour les sociétés médiévales, le porc, c'est l'animal qui est le plus proche de l'être humain. C'est le cousin de l'être humain. À dire vrai, il y en a 3, mais le porc en fait partie. Quand on lit les auteurs du Moyen-Âge, qu'ils soient chrétiens ou musulmans ou juifs, il y a 3 animaux qui ressemblent à l'homme. Il y a l'ours qui lui ressemble extérieurement. Il peut se mettre debout, il peut saisir des outils, il peut nager, danser, grimper. Plusieurs auteurs expliquent que quand on enlève un ours mort, sa peau, son corps ressemble à celui d'un être humain. Il n'y a aucune distinction. Donc physiquement, l'ours a un aspect humain. Ça ne nous choque pas d'entendre ça. Le cochon lui ressemble intérieurement. Il y a l'idée qui est déjà présente dans la médecine grecque antique, qui est reprise par la médecine arabe et syriaque, et qui est bien connue de la médecine chrétienne médiévale. Anatomiquement, physiologiquement, biologiquement, entre l'homme et le cochon, tout est pareil. C'est pour ça que dans les écoles de médecine, l'Église interdisant la dissection du corps humain, l'anatomie du corps humain au Moyen-Âge s'enseigne en disséquant le cadavre de la truie ou du verrat, avec l'idée qu'à l'intérieur c'est tout pareil
Et en effet, pour les savoirs d'aujourd'hui, c'est tout pareil, notamment pour la position et le fonctionnement des organes. Ça explique d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, notre médecine emprunte tellement aux cochons pour faire des greffes de peau, des greffes d'organes, des greffes de cœur, des greffes de foie, des valves cardiaques. Pendant très longtemps, l'insuline, c'était de l'insuline de porc, etc. etc. La parenté biologique est tellement forte que les problèmes de rejet et tout ce qui s'y rattache sont moindres pour le cochon que pour n'importe quel autre animal. D'ailleurs, on souligne qu'entre les grands singes et l'être humain, le pourcentage d'ADN commun, c'est 96%. On oublie de dire que pour l'être humain, le cochon, c'est 95%. Donc, ça explique ce type de comportement. Le porc est le premier cousin de l'être humain, et je suis à peu près persuadé que tous les tabous qui entourent cet animal dans telle ou telle culture viennent de cette parenté, bien sûr, et pas le fait que le porc mange des saletés, est impur à un titre ou à un autre, bien sûr, mais il est surtout cousin de l'homme, et manger du porc, c'est être cannibale d'une certaine façon. D'ailleurs, tous les témoignages anciens ou récents qu'on a sur la consommation de chair humaine par des humains soulignent que ça a le même goût que la viande de porc. On en a encore eu récemment, dans les années 1970, ces rugbymen uruguayens dont l'avion s'est écrasé dans la cordillère des Andes et qui ont, les survivants, ont mangé un peu des cadavres de leurs amis décédés pour survivre, ont témoigné que ça avait le goût du cochon. Un jeu de mots d'ailleurs est très très fréquent en latin médiéval, il est anagrammatique. Porcus, corpus, les mêmes lettres dans un autre ordre. Et puis il y a un troisième animal que l'on dit parfois dans l'Antiquité et au Moyen-Âge ressemblait à l'être humain, le singe. Mais là, les auteurs chrétiens sont catégoriques, ça n'est pas possible. Le singe, qui est le plus laid de tous les animaux pour la culture médiévale, est tellement diabolique qu'il fait semblant de ressembler à l'être humain alors qu'il ne lui ressemble pas du tout. Et en effet, si l'homme a été fait à l'image de Dieu, l'idée qu'il ressemble au singe, c'est un peu gênant quand même. Et il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'on revienne vaguement sur cette idée d'un cousinage entre l'homme et le singe, et puis Darwin arrivera au XIXe siècle pour transformer tout cela. Donc, pourquoi tant de porcs ? D'une part, parce que, étant abondant et vagabond, il cause beaucoup d'accidents. De l'autre, parce qu'un porc, c'est presque un humain un peu dégénéré. Donc, il est digne d'aller au tribunal. Alors, parmi les dossiers assez bien documenté, il en est un sur lequel je me suis attardé. Il est assez exemplaire des autres grâce à quelques complicités. C'est l'affaire de la truie de Falaise. Ça se passe près de Falaise, plus qu'à Falaise, dans les confins de l'actuel département de l'Orne et de celui du Calvados. Et mon père était ami avec l'archiviste du diocèse de Sées, qui était en même temps le président de la Société historique et archéologique de l'Orne, l'abbé Flamand, personnage un peu extravagant. Quand j'étais petit, il me faisait peur. C'est ma région d'origine, l'Orne. Mais grâce à lui, devenu jeune chercheur, il m'a fait connaître un certain nombre de dossiers qui n'avaient pas encore été livrés aux archives départementales à Alençon et qui se trouvaient encore assez dans les archives diocésaines, notamment des répertoires de jurisprudence établis par des prêtres érudits locaux au XVIIIe et au XIXe siècle. Cette affaire de la truie de Falaise, même si Falaise aujourd'hui est dans le Calvados, est assez bien documentée.
Nous sommes au mois de janvier 1386 et une truie est conduite au tribunal et elle est accusée d'avoir renversé de son berceau 2 enfants qui s'y trouvaient, dont un nourrisson mal surveillé. Et ils sont morts tous les 2 et elle a commencé à manger le plus jeune et lui a dévoré le bras et une partie du visage. On l'a attrapé, on l'a mise en prison. Le procès a duré 9 jours et pendant ces 9 jours, il a fallu faire garder la truie dans sa prison, la nourrir, d'où des dépenses, des documents comptables. Pour l'historien, ça commence comme ça, bien souvent. Nous savons que l'enfant s'appelait Jean Lemot, le plus jeune enfant, on ne sait pas le nom de baptême du second, que le père était maçon. Il lui a été reproché de mal surveiller ses enfants. La truie a été défendue par on dirait un avocat, un procurator, qui l'a mal défendue. Elle a été condamnée à la peine de mort par le bailli de Falaise. Alors, le bailli à Falaise, à cette époque, fin du XIVe siècle, c'est en fait le juge royal ou son représentant. Et elle a été condamnée à 3 choses. À être traînée rituellement, encore vivante, sur une claie tirée par une jument à travers toutes les rues de Falaise, puis à être pendue, et enfin, une fois morte, que ses restes soient brûlés et ses cendres dispersées aux 4 vents. Plusieurs détails qu'on ne trouve nulle part ailleurs sont extraordinaires dans cette histoire de la truie de Falaise, qu'on confond parfois avec d'autres histoires, notamment une presque contemporaine, la truie de la Ferté-Massé, un autre chef-lieu de canton, dans l'Orne, celui-ci, près de Bagnoles-de-l'Orne. Mais ce n'est pas la même histoire. Pour Falaise, là, on a vraiment beaucoup de détails, notamment qu'avant d'être pendue, la truie serait habillée avec des vêtements de femme. Ensuite, le juge bailli de Falaise demande à ce que tous les paysans alentours viennent assister au spectacle du supplice de la truie avec leurs cochons pour que ça leur fasse enseignement. Et enfin, il demande qu'une peinture soit faite dans l'église de la Trinité de Falaise pour garder mémoire de l'événement. Et cette peinture, probablement, a été détruite en 1415 dans les guerres franco-anglaises, quand Falaise a été prise par les Anglais et l'église de la Trinité est partiellement détruite, mais elle a été refaite dans le courant du XVe siècle, la peinture, à une date que nous ne connaissons pas, et elle a été vue et gravée même au XVIIIe siècle. Et Balzac, dans une lettre, rappelle qu'il a venu à Falaise, il l'a encore vue en 1820, il avait 20 ans, il en parle à deux reprises. Et puis, il semblerait qu'elle ait été recouverte de chaux à une date indéterminée, cette peinture, et malgré des fouilles et des travaux de restauration, on ne l'a jamais retrouvée au XXe siècle. Alors, il y a dans ce dossier des éléments ordinaires, pourrais-je dire. Le fait d'attraper la truie coupable ou l'animal coupable, de le mettre en prison, de lui donner un gardien, de le nourrir, de lui fournir un avocat, de le juger et de le condamner ou de le gracier. Tout ceci laisse trace dans les documents. Ce qui est fréquent également, c'est que le propriétaire de l'animal n'est pas jugé coupable.
c'est-à-dire quelque chose de tout à fait différent de nos pratiques contemporaines. Si un chien commet ceci ou cela, c'est le propriétaire du chien qui va être pénalement responsable. Là, c'est tout à fait différent. Là, on a demandé au propriétaire de l'animal, dont j'ai oublié de noter le nom, mais il est connu, de faire un pèlerinage à Notre-Dame d'Avranches en mémoire des enfants qui étaient morts. C'est un cas fréquent, faire un pèlerinage pour la mémoire des défunts. Ce qui est totalement inhabituel, c'est d'une part de vêtir l'animal qui va être supplicié. Alors comme c'est une truie, des vêtements de femme, mais en général, on ne pend pas les femmes quand elles sont condamnées à mort, parce qu'on pourrait voir sous leur jupe ce qui sera indécent. Une des peines les plus lourdes pour les femmes, c'est l'enfouissement au Moyen-Âge. Ça n'est pas fréquent, hein. On met peu à mort au Moyen-Âge, hein, contrairement à une idée reçue. On jette peu en prison et on met peu à mort par rapport au siècle suivant. Ce qui n'apparaît pas, puisqu'on a capturé la truie, mais qu'on trouve dans d'autres histoires de procès, et c'est très très intéressant du point de vue anthropologique et pour l'histoire des rituels, si on n'a pas pris l'animal coupable, on prend un congénère, un animal de la même famille, et on le juge. Un autre cochon qui n'y est pour rien, mais qui, le temps du procès, va jouer un rôle d'acteur, et il va être là, il va être jugé, défendu par un avocat, et même s'il est condamné à mort, on ne l'exécute pas, puisque c'est un innocent. Mais il est acteur. J'ai trouvé 7 ou 8 cas comme ça. Plus fréquemment, si on n'arrive pas à capturer l'animal coupable, et en général c'est parce que le propriétaire s'est empressé de le dissimuler ici ou là, on fabrique un mannequin et on demande même au propriétaire supposé de l'animal coupable de payer le dit mannequin en paille, en chiffon, en bois, en forme de l'animal qu'on n'a pas pu attraper, et c'est le mannequin qui est jugé. Et alors lui, s'il y a condamnation à mort, il est pendu et il est brûlé. Ça n'est qu'un mannequin. Donc on ne condamne pas un innocent. Hein. Ça montre bien que, comme souvent au Moyen-Âge, le rituel compte plus que le résultat. Quand on lit les recettes de cuisine ou les recettes dont je suis spécialiste moi pour fabriquer les couleurs, peintre ou teinturier, on voit bien que faire comme on fait d'habitude, c'est ça qui est essentiel. Le bon rituel. Ce qui se passe en bout de course, c'est moins important. Hein. Et je retrouve cette idée-là dans les procès faits aux animaux. Alors, tout ça, bien sûr, nous étonne, a fait ricaner nos prédécesseurs du 19e et du début du 20e siècle, non sans raison, bien sûr, mais ça pose quand même des problèmes très importants pour l'histoire des rapports entre l'homme et les animaux. Et dans le Moyen-Âge chrétien, on peut distinguer 2 grands courants, au fond, d'attitude envers l'animal. Il y a un courant dominant qui invite à ne jamais confondre l'homme et l'animal. L'homme a été créé à l'image de Dieu, l'animal est une créature impure, c'est un péché presque de confondre les deux, d'où la condamnation d'un certain nombre de comportements. Par exemple, se déguiser en animal. C'est sans cesse répété par les évêques et les théologiens. On ne doit pas se déguiser en animal. Et ce qui est intéressant, c'est que ces textes d'interdictions donnent quelques exemples, et ce sont toujours les mêmes animaux qui sont cités. Et pendant très très longtemps, je me suis demandé, mais pourquoi ceux-là et pas d'autres ? Le cerf, l'ours, l'âne, le taureau, le sanglier, le lièvre et quelques autres. Qu'est-ce qu'ils ont, ces animaux-là, que les autres n'ont pas ? Ils ont des protubérances, ils ont des cornes, ils ont des queues, ils ont des poils, ils ont des sexes qui sortent du corps.
C'est ça l'animalité pour la sensibilité médiévale. Et c'est pour ça que ce sont ces animaux-là dans lesquels prioritairement il ne faut surtout pas se déguiser. Kervum facere, faire le cerf. Ursum facere, faire l'ours. Ça, c'est abominable, abominable. Donc ce courant est dominant, ne pas confondre l'homme et l'animal. Mais il y a un autre courant, peut-être un peu plus discret, mais de longue durée, qui au fond vient d'Aristote, de manière plus ou moins directe, l'idée d'une communauté des êtres vivants, idée qui nous est restée familière. Et dans le christianisme, elle est fortement relayée par saint Paul, et notamment par l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, Paul explique, ou plutôt il ne s'explique pas, mais il dit, ça a fait beaucoup gloser, que le jour des fins dernières, même l'animal sera libéré de la servitude et entrera librement dans la maison des enfants de Dieu. L'animal est enfant de Dieu. Alors ça a beaucoup fait réfléchir les théologiens. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Alors on en débat, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. L'argument massu de ceux qui pensent que les animaux sont aussi enfants de Dieu, c'est de souligner que Jésus est né dans une étable. Donc il est venu sur terre pour sauver aussi les animaux. Et là, on ne peut rien dire contre. Par là même, on se pose beaucoup de questions qui nous font sourire aujourd'hui. Nous avons tort, au fond. À l'université de Paris, au XIIIe siècle, on se demande, et on en débat, où vont les animaux après la mort? Est-ce qu'ils vont en enfer, au paradis, même enfer ou même paradis que les humains, ou un enfer et un paradis spéciaux pour animaux, ou pour chaque espèce animale? On en débat, on en discute, puis on se pose des questions plus concrètes. Est-ce qu'on a le droit de faire travailler les animaux le dimanche? Ou est-ce qu'il faut leur imposer un jour de repos? Est-ce qu'il faut leur imposer des jours de jeûne? Et ainsi de suite. J'avais trouvé dans un procès fait à une truie, on est à Savigny-les-Beaunes, au milieu du XVe siècle. Une truie avait dévoré un enfant, et c'était particulièrement infâme. C'était un vendredi, jour maigre. Et le greffier a noté « sinistre repas qu'elle a partagé avec ses 6 porcelets ». Voilà, de temps en temps, on trouve sur des notations de cette nature. Donc on débat, on discute, juristes et théologiens ne sont pas toujours d'accord sur la nature des animaux, sur ces procès. Est-ce que c'est justice perdue, comme dit Philippe de Beaumanoir, à la fin du XIIIe siècle, c'est-à-dire ça ne sert à rien, ou au contraire, est-ce que les animaux, certains animaux sont capables de comprendre ce qu'est le bien et le mal, ou est-ce que, comme disent certains juristes du XVIe siècle, au fond, l'utilité de ces procès, c'est de mettre en scène la justice, de montrer qu'elle concerne tout le monde et de rendre de manière exemplaire la bonne justice, que les animaux comprennent ou non ce qui leur arrive, c'est moins important. Mais au Moyen-Âge, de très très grands penseurs discutent de ces questions. Est-ce que les animaux sont des êtres intelligents, responsables, moraux, capables de distinguer le bien du mal? Thomas d'Aquin et Albert le Grand, qui ont été maîtres et élèves, enfin dans l'autre sens, ne sont pas d'accord entre eux. Au Moyen-Âge, quand on parle de l'âme des bêtes, on distingue 3 niveaux. Il y a l'âme végétative, alors ça, même les plantes ont l'âme végétative. Il y a l'âme sensitive, là les animaux accèdent à l'âme sensitive. Et puis il y a l'âme, 3e niveau, intellective.
Alors beaucoup d'auteurs refusent aux animaux l'âme intellective, mais aussi bien Thomas d'Aquin qu'Albert le Grand reconnaissent une âme intellective à certaines espèces animales qu'ils appellent les animaux supérieurs. Mais ils ne sont pas d'accord pour savoir jusqu'où ça va. Pour Thomas d'Aquin, ça s'arrête assez tôt, alors que Albert le Grand souligne que les animaux comprennent, rêvent, peuvent faire des progrès, parfois communiquer avec leur maître. Et il a dans le De Anima, enfin dans plusieurs de ses écrits, des remarques tout à fait intéressantes. Il souligne que les animaux reconnaissent beaucoup de choses, mais ne sont pas capables d'abstraction. Il a cette phrase signa bestiis semper simulacra nunquam significationes. Pour les bêtes, les signaux restent toujours des signaux et ne deviennent jamais des symboles. Enfin, c'est comme ça que moi je le comprends. Hein. Donc, un signe, c'est un signal. Mais ça ne deviendra jamais un symbole, quelque chose, on dirait du Merleau-Ponty, au fond, quelque chose comme ça. L'exemple souvent sollicité au XVIIe siècle, c'est de dire qu'un chien reconnaîtra toujours la maison de son maître, de l'ami de son maître, de telle ou telle personne, mais le concept de maison lui est étranger. Voilà l'exemple qui aide à comprendre ce qu'Albert le Grand dit déjà au XIIIe siècle. Les signes restent des signaux et ne deviennent pas des symboles. Ce sont des simulacra et pas des significationes. C'est une très belle phrase. Thomas d'Aquin ne va pas jusque-là. Ça pose ce problème donc de l'âme des bêtes qui va se poser dans la longue durée, qui va rebondir au XVIIe siècle avec des théologiens d'un côté, les juristes de l'autre, et entre les deux les philosophes, et ce courant qu'on appelle l'animal-machine. Il faudrait distinguer, on attribue toujours à Descartes un certain nombre de théories qui ne sont pas dues à Descartes, mais à Malebranche, à la Métrie, à quelques autres. Oui, cette idée que les animaux sont de pures machines, extrêmement bien faites, mais comme ils sont nés hors du péché originel, ils ignorent la souffrance, donc on peut leur faire à peu près tout et n'importe quoi. C'est un mouvement de balancier, au fond, qui va tout à fait dans l'autre sens du regard médiéval chrétien sur l'animal, qui était fait quand même de pas mal de sensibilité. Cette théorie des animaux-machines va s'essouffler, et au XVIIIe siècle, de nouveau, une certaine sensiblerie même envers quelques animaux, en tout cas, va voir le jour. C'est-à-dire au XVIIIe siècle, en Écosse, qu'apparaissent les premières sociétés protectrices des animaux, dans les années 1770. Donc, les rapports entre l'homme et l'animal en Europe sont faits comme ça de mouvements de balancier, jusqu'à ce qu'arrive Darwin, l'origine des espèces, 1859 pour la première édition anglaise, et qui invite à revoir absolument tout sur la généalogie des rapports entre l'homme et les animaux. Donc ce dossier des procès faits aux animaux, en fait, c'est de la très grande histoire, de la philosophie, de la théologie. C'est pas du tout des curiosas faits pour faire ricaner des mœurs et des croyances de nos ancêtres. Alors en annexe, je voudrais dire 3 mots d'un cas très particulier, un procès fait à un animal, un procès littéraire, dans un ensemble de textes que nous appelons le roman de renard, qui est pour l'historien des animaux un laboratoire absolument extraordinaire. Les plus anciennes branches sont mises en forme dans les années 1173, 14, 15. Le premier stock va jusque le début du XIIIe siècle, 1205, puis il y a une
deuxième ensemble, peut-être un peu moins riche pour l'historien en tout cas, et une des branches, la branche 1, qui n'est probablement pas la plus ancienne, mais celle par laquelle commence un certain nombre de manuscrits, raconte le procès fait à Renard. Il a été l'auteur d'un très très grand nombre de méfaits et beaucoup d'animaux se plaignent auprès du roi noble, et il y a une espèce de parodie de la justice. D'ailleurs, le roman de Renard est non seulement parodique, mais satirique, plus on avance d'ailleurs dans le temps et dans les branches, pour critiquer la société féodale, le clergé, les différentes classes sociales, y compris les paysans, la justice, l'amour courtois, la croisade, tout y passe. Les animaux sont à la fois des animaux, c'est comme dans la fable, des animaux, des individus, chacun ayant son nom, son caractère, sa personnalité propre, et puis des archétypes humains en quelque sorte. On est à 3 niveaux à la fois, comme chez La Fontaine, et le lecteur n'est absolument pas gêné. Ça marche extrêmement bien. Alors, dans la branche 1, le plaid de Renard, le procès fait à Renard, se déroule en plusieurs étapes. Donc, les branches précédentes avaient raconté les méfaits envers un certain nombre d'animaux, la mésange, le corbeau, le chat, le loup, bien sûr, avec le viol de la louve, plus ou moins consenti, les poules et le coq. Donc le goupil est cité à comparaître après un grand nombre de plaintes à la cour du roi noble, qui ressemble à une cour féodale, avec les barons. Il doit prendre conseil, rendre un jugement. On est à la fin du XIIe siècle, donc on est fin du règne de Louis VII, début du règne de Philippe Auguste, période de mutation pour ce qui est de l'exercice de la justice. Donc l'Assemblée des barons, c'est aussi une cour de justice. Il ne veut pas venir, on envoie des ambassadeurs pour le chercher, qui sont tour à tour chacun victimes des ruses du goupil, notamment l'ours. Finalement, c'est son cousin et avocat, le blaireau Grimbert. Le roman de Renard, c'est l'irruption du blaireau sur la scène littéraire. C'est le premier cas. Pour l'histoire du blaireau, c'est extraordinaire. Enfin, Renard finit par se laisser convaincre par Grimbert, son cousin. Il est là, devant la cour des barons, il est accusé, il a quelques partisans, il a des adversaires. Un méfait supplémentaire auquel on n'avait pas eu connaissance, dont on n'avait pas eu connaissance, la mort de la poule coupée, vient accentuer les méfaits qui lui sont reprochés. Il est finalement condamné à la pendaison, des fourches sont installées, Renard va être conduit au supplice et en chemin, il demande une dernière requête auprès du roi noble qui a une certaine sympathie pour lui. Il dit qu'il va s'amender et se croiser. Alors c'est l'occasion de disserter un peu sur la croisade. Certains barons soulignent Messire, vous savez bien que les croisés, quand ils reviennent, sont pires que quand ils étaient partis. C'est assez méchant pour la croisade. Finalement, c'est accordé. Renard reçoit la croix, la panetière, le bourdon. Il part. Il attrape le lièvre couard au passage pour le dévorer. Et puis, arrivé sur une colline, il arrache cette croix, il la déchire en lambeaux, il se débarrasse de sa panoplie de croisés et se moque naturellement de tous les animaux qui le regardent. Il les a une fois de plus bernés. Et là, ce qui est intéressant dans ce passage de la branche 1, quelques éléments qu'on trouverait dans d'autres branches, c'est
la mise en scène de la justice et la caricature. Un expert est venu d'Italie, le chameau Musard, qui parle, un charabia que personne ne comprend. Les arguments des uns et des autres font sourire le lecteur. Il y a un débat autour de l'amour courtois. Le sanglier, mais le lion aussi souligne qu'au fond, Renard avait des sentiments amoureux pour la louve Hersant, et donc, ma foi, dans l'amour courtois, il y a parfois des pratiques charnelles. C'est ce qui s'est passé entre le goupil et la louve. Donc, c'est à la fois savoureux, instructif, c'est un procès fait à un animal d'un type particulier. Mais on ne peut pas l'exclure de ce dossier, d'autant que le nombre de vers est relativement long et nous apprend beaucoup de choses. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je suis prêt à entendre vos questions sur ce dont je n'ai pas parlé. Merci Michel Pastoureau. Donc un micro circule tout de suite dans la salle. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. Oui, je voulais vous demander, est-ce que la procédure est accusatoire dans les procès d'animaux ou inquisitoire? Et dans le deuxième cas, est-ce que l'on peut faire le lien entre ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'apparition de ces procès au XIIIe siècle et l'introduction pour les humains de la procédure romano-canonique au XIIIe? Alors, je ne sais pas si on peut aller jusque-là dans les quelques dossiers qui sont un peu documentés, mais une différence est assez nette entre ce qui se passe, c'est pour le XIVe siècle qu'on a peut-être le plus de détails, pour la période médiévale, et la fin du XVIe siècle, tout début du XVIIe. Et les choses ne se passent pas de la même façon. Dans les documents du XIVe siècle, tout est un peu vague et on expose le crime qui a été commis, on raconte, on résume les arguments des uns et des autres, dans le meilleur des cas. Donc on ne peut pas dire de quel type de procédure il s'agit. Alors que si on est vers 1560, 1580, là on a plus de détails et pas une parodie, mais un reflet de la justice avec une procédure nettement accusatoire. Oui. Accusatoire ou inquisitoire ? Oui. Donc c'est le reliquat de ce qui a dû se passer au Moyen-Âge, mais qui n'est pas documenté. Ça n'a pas encore basculé sur d'autres formes de procédures à la fin du XVIe siècle ou dans la seconde moitié du XVIe siècle. Je vois les choses comme ça, mais je peux me tromper. Merci. À part pour l'exemple de Goupil que vous avez cité, est-ce qu'il y avait d'autres sanctions, d'autres punitions que la peine de mort pour les animaux ? Il y a l'acquittement. Et il y a notamment... Et entre les deux, est-ce qu'il y avait autre chose ? Il y a notamment l'argument qui revient aussi bien pour les animaux jugés individuellement, les gros animaux, que les animaux jugés en groupe, les petits animaux, et ce n'est pas la même justice, celle de l'évêque ou celle du roi. L'argument, c'est que telle ou telle espèce animale s'est comportée comme elle devait se comporter. Et on ne peut pas reprocher à telle ou telle espèce de manger les récoltes, de s'en prendre à ceci ou à cela, de dévaster. Donc c'est un argument qui revient assez souvent, qui est très moderne au fond, dans les histoires que vous connaissez, les polémiques à propos de la réapparition du loup, les polémiques entre éleveurs bergers d'un côté et avocats du loup, défenseurs de l'environnement qui revendiquent pour le fauve le droit de vivre à l'état sauvage, c'est un argument qui revient souvent. On ne peut pas reprocher au loup de se comporter comme un loup, de manger des brebis, c'est dans la norme des choses. Eh bien, cet argument-là, il est déjà présent
dans les textes médiévaux. Donc il y a ce qu'on appellerait des acquittements. Alors, le problème, c'est nous sommes de notre temps, donc nous lisons ces documents avec savoir, sensibilité de notre temps, et peut-être que sûrement même nous sommes anachroniques d'un côté ou d'un autre, bien sûr, mais il ne peut pas en être autrement, et faire un gros effort pour ne pas être anachronique, c'est déjà être anachronique, peut-être même encore plus, donc comment faire autrement? Ouais. Comment expliquez-vous que ces procès aient lieu que dans certaines régions? Comme toujours en histoire, est-ce que la géographie qui se dégage d'un ensemble de cas, est-ce que c'est la géographie des documents qui nous sont parvenus ou est-ce que c'est la géographie des affaires concernées? Dans tous les domaines, on a cette même question, surtout pour des périodes où la cartographie fait des trous et des pleins. Donc, ce qui me frappe, moi, c'est pas la concordance, mais la ressemblance un peu entre la cartographie des procès de sorcellerie et la cartographie des procès faits aux animaux. Il y a un petit cousinage. Je crois que c'est une piste sur laquelle il faut réfléchir. Et à partir du XVIe siècle, on a une Europe protestante et une Europe catholique. Et ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a aucune différence. C'est pareil des deux côtés. Donc ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher des différences. Mais il y a aussi des zones assez vides de documents pour des raisons liées à la grande histoire, à l'érudition locale, à des accidents qui ont fait qu'on a perdu ceci ou cela. Voilà. Ce qui facilite quand même, ou ce qui permet de contourner les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ce sont les recueils de jurisprudence faits par des érudits et des juristes du XVIIIe siècle. On a aussi tout un réseau de curés à partir de la fin du XVIIe siècle, stimulé par un curé du diocèse chartrain, l'abbé Jean-Baptiste Thiers, qui a relevé dans sa paroisse, puis dans son diocèse, puis dans d'autres diocèses, en entretenant un réseau de correspondance avec d'autres curés, le relevé des superstitions paysannes. Et pour moi, ce sont des documents extraordinaires parce que les 3/4 concernent les animaux. Et parmi les animaux, presque la moitié concerne soit le loup, soit le corbeau. Donc, ce sont des documents très très importants. Mais ce qu'a fait l'abbé Thiers avec son réseau de correspondants, ça a donné l'idée au XVIIIe siècle à d'autres curés d'entretenir des échanges sur telle ou telle pratique, et notamment de noter des faits, je dis judiciaires, faute de mieux, qui sont des documents d'histoire parfois très très intéressants. Le problème aussi, c'est que tout le monde reconnaît que pour l'Ancien Régime, les archives judiciaires sont une source d'information incomparable, mais se repérer dans le labyrinthe des institutions judiciaires, quand on est étudiant ou jeune chercheur, ça n'est pas facile. Je vous invite à découvrir le catalogue de l'exposition parce que ça permettra de donner des clés de compréhension justement dans ce labyrinthe. Écoutez, je crois qu'on va pouvoir remercier encore une fois Michel Pastoureau d'avoir bien voulu accepter de venir faire cette conférence sur les procès faits aux animaux.